Un grand merci à Skillshare qui sur ce voyage est notre partenaire. Cet épisode est l'histoire du soulèvement d'un continent, mais aussi de la naissance d'une mer dans un paysage préhistorique hallucinant, qui, il y a de cela quelques millénaires, était traversé par l'un des plus puissants fleuves que notre planète n'ait jamais porté. Et pour que ce fleuve naisse, un monde a dû mourir, ou plutôt, se mettre à fondre. L'histoire commence il y a un peu plus de 20 000 ans, à la sortie du dernier maximum glaciaire. La température moyenne du globe est de 10 degrés inférieure à celle d'aujourd'hui. Et presque partout à travers le monde, les hautes latitudes sont prises dans les glaces. En Amérique du Nord, une calotte du genre colossal, l'Inland Sea laurentidien, recouvre alors la quasi-totalité des territoires du Canada actuel, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, l'énorme calotte glaciaire phénoscandienne écrase de tout son poids l'Europe du Nord, de l'Irlande à l'est de la Scandinavie, descendant au sud jusqu'au Danemark, au nord de l'Allemagne et de la Pologne. L'étendue de ce monstre de glace, épais par endroits de près de 3 km, est si vaste qu'il aurait été possible d'y progresser, depuis le sud de la Grande-Bretagne jusqu'à la terre François-Joseph, dans l'Arctique sibérien, sur 4500 km, pratiquement en ligne droite et sans jamais rencontrer une once de terre à l'air libre. À l'échelle du globe, ces dizaines de millions de kilomètres cubes d'eau emprisonnés sous forme solide sur les continents a fait baisser le niveau moyen des océans de près de 120 mètres, en mettant à nu, partout à travers le monde, d'immenses portions du peu profond plateau continental. Et c'est là, au niveau de ce qui deviendra plus tard la Manche, qu'il y a 20 000 ans, lorsque la dernière déglaciation s'amorce et que le monde commence lentement à fondre, que va pendant quelques milliers d'années momentanément exister sur ce bout de continent à l'air libre, le plus puissant fleuve d'Europe et peut-être même du monde de l'époque. D'abord progressif et modéré, le Redoux qui va s'étaler sur près de 5000 ans engendre la formation d'un immense réseau de fins cours d'eau, de rivières et de fleuves. Sillonnant au début paresseusement à travers les grandes plaines européennes, ces eaux de fonte cherchant à atteindre un océan dans lequel se déverser, vont sur leur chemin en rencontrant des cuvettes dans le relief, formées d'innombrables lacs, qui, une fois remplis, débordent, pour que finalement, l'ensemble de ce réseau fluvial ne finisse par trouver une sortie, au fond de la mer du Nord à cette époque asséchée. Là, l'ensemble des cours d'eau fusionne. On parle des ancêtres préhistoriques de la Seine, la Saône, le Solent, la Tamise, le Rhin, la Weser et l'Elbe, qui unissent leurs forces pour donner naissance au niveau de l'embouchure de la Manche à un fleuve géant. Un monstre d'eau d'un autre temps, qui s'écoulant plus de 100 mètres sous le niveau des océans actuels, allait se jeter plusieurs centaines de kilomètres plus à l'ouest, dans l'océan Atlantique. On pense que le bassin versant de ce méga-fleuve préhistorique, qui, à son étendue maximum, concentrait à lui seul les eaux de fond de la majorité de l'Europe centrale et de la quasi-totalité de celles des glaciers recouvrant les îles britanniques, la Scandinavie ainsi que les Alpes, était alors de quelque 1,2 million de kilomètres carrés, soit en taille similaire au système fluvial actuel du Mississippi, faisant de lui le plus grand bassin versant à n'avoir jamais drainé le continent européen. Et lorsque les températures sont encore montées d'un cran, le volume des eaux drainées par les fontes va faire de même, jusqu'à devenir proprement diluvien. Pour tenter de se représenter les quantités absolument démentielles qui pouvaient durant l'été déferler dans cette étroite région, songez que, lorsque la débâcle a gagné en intensité, on pense que ce fleuve, rugissant de la puissance combinée de la quasi-totalité des eaux de fonte des glaciers européens, devait posséder en sortie un débit 2 fois supérieur à celui de l'Amazone aujourd'hui, et ce, lorsqu'il est en crue. On a ainsi estimé que lors des phases les plus marquées de la débâcle, ce n'était pas moins de 3000 km3 d'eau, soit en volume l'équivalent de 300 fois le lac Léman, qui chaque année s'évacuait par ici. On pense ainsi que sur toute la durée de la dernière déglaciation, l'eau charriée par ce seul fleuve préhistorique géant contribua à hauteur d'une élévation de 20 mètres du niveau global des océans sur toute la planète. De quoi largement participer à la reprise de ces terres par l'océan Atlantique. Et pourtant, en dépit des quantités colossales d'eau de fonte turbulente passées par ici, l'immense fleuve Manche n'a, au regard de sa puissance, laissé que peu de marques dans les couches géologiques qui gisent aujourd'hui au fond de la mer, alors qu'il aurait dû creuser de profondes encoches dans le plateau continental le menant jusqu'à l'Atlantique. Et cette étrangeté doit beaucoup à la présence, un peu partout sur le continent, en bordure des glaciers et surtout au centre de la mer du Nord, de gigantesques lacs. Le plus grand d'entre eux dont on soupçonne l'existence se serait formé,
dès le début de la dernière grande glaciation, au niveau de la fosse centrale, à mi-distance des côtes anglaises et danoises, et aurait servi en quelque sorte de zone tampon, entre les eaux rugissantes des fleuves si déversants et celles plus calmes du géant terminal. Ainsi, dans cette géante cuvette, la vitesse des courants des affluents aurait perdu en intensité. Une grande partie des sédiments fortement abrasifs se seraient déposés, et puis, une fois calmés, les gigantesques volumes d'eau auraient continué leur chemin plus lentement, en débordant sur le plateau continental en pente douce, pour donner naissance à un géant privé de l'essentiel de sa puissance, et un peu apaisé. Et c'est également l'existence de ce lac temporisant les eaux de fonte pleines d'énergie qui permettrait d'expliquer pourquoi l'on retrouve actuellement les mêmes espèces de poissons d'eau douce dans des fleuves pourtant distants de plusieurs centaines de kilomètres, comme le sont la Tamise et le Rhin aujourd'hui. Des fleuves qui à cette époque se jetaient tous ici et étaient donc reliés. Après, si vous êtes un peu frustré à l'idée d'apprendre que ce fleuve n'a pas été, en dépit de son incroyable débit, capable de creuser de profondes entailles dans le plateau continental, dites-vous pour vous réconforter que ce déluge d'un autre temps s'est en réalité déroulé, à plusieurs reprises, et par intermittence. Les paysages que je vous ai brossés ne sont en effet que les derniers d'une longue série. Une série qui a vu vivre et mourir des fleuves préhistoriques au rythme des périodes de débâcle accélérées, et de plus lents refroidissements, qui, sans répit, se sont enchaînés depuis 2,6 millions d'années, période depuis laquelle, pour la première fois, plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace se sont accumulés sur les îles britanniques et la Scandinavie. Entre cette époque et aujourd'hui, le fleuve géant était à peu de choses près endormi, pratiquement les 3/4 du temps, avant d'être, au sortir de chaque glaciation, et après avoir passé de 40 000 à 100 000 ans à hiberner, brutalement ramené à la vie, réveillé par la toute-puissance des eaux de fonte en furie, qui en l'espace de quelques siècles le faisait sortir de son lit. Chaque brusque phase de débâcle et de réchauffement, dessinant en creusant dans les paysages en train de décongeler son propre et singulier réseau fluvial, formé d'une toile de gigantesques torrents d'eau, de boue et de sédiments, venant partiellement effacer les traces de leurs prédécesseurs. Avant que le froid mordant ne fasse son retour, en réduisant quasiment à néant la quantité d'eau liquide sillonnant le nord du continent. Ainsi, on pense que durant 5 des 10 dernières glaciations, il fit par période si froid que le géant fleuve Manche pouvait pendant plusieurs siècles n'être guère plus qu'un vulgaire filet d'eau, voire exceptionnellement se retrouver complètement asséché. Étrangement, avec l'accélération du réchauffement, il y a un peu plus de 15 000 ans, le fleuve va perdre une partie de ses affluents, et par là même sûrement de sa superbe, lorsqu'à quelques milliers de kilomètres à l'est de son embouchure, avec le recul des glaciers, une grande partie des eaux de fonte l'alimentant, se sont mises à se déverser dans l'ancêtre de la Baltique. Dans cette région du monde, il y a alors un lac aussi grand qu'une mer, qui est en train de naître, car incapable de rejoindre l'océan par la route de l'ouest, dont l'accès leur est bloqué par le relief élevé. Les eaux de fonte s'accumulent en constituant d'abord de vastes systèmes lacustres, qui progressivement gagnent en ampleur, et s'unissent au point de former un lac préhistorique géant, Ancylus, qui était dans son étendue maximum, bien plus grand que ne l'est aujourd'hui la mer Baltique. Et ce lac va rester en place pendant plusieurs millénaires avant de lentement s'écouler en direction de l'océan, puis d'être envahi par ce dernier et de devenir une mer. La mer dite littorine, qui formait alors une vaste étendue d'eau saumâtre, et était étrangement elle aussi 25% plus grande que ne l'est la Baltique aujourd'hui. Et ce alors que le niveau des océans de l'époque avait à peu de choses près atteint celui d'aujourd'hui. En fait, si la Baltique a en taille rétréci, c'est que la montée des eaux s'y est fait rattraper par la montée des roches. Vous avez bien entendu, dans cette région du monde, les rivages s'élèvent étrangement plus vite que ne le fait la mer. Et alors que pratiquement partout sur la planète, les régions littorales ont, avec la fonte des glaciers, vu beaucoup de leur territoire lentement repris par la mer, ici en Scandinavie, la surface des terres émergées s'est agrandie. Et ce du fait qu'une grande partie de cette région est en train de littéralement se soulever, déformée pendant des dizaines de milliers d'années par la présence écrasante d'une colossale masse de glace leur appuyant dessus de tout son poids. Les roches, imprégnées de ce souvenir, sont, une fois la calotte disparue, prises de mouvements verticaux, comme l'est un bout de caoutchouc à mémoire de forme, sur lequel on aurait trop longtemps appuyé. À ceci près qu'ici, les masses en jeu se comptent en milliards de tonnes, et que la matière à déformer n'est autre que la surface de la Terre elle-même, qui, après avoir ployé sous le poids de la glace, entend bien retrouver une partie de sa forme initiale. Et voilà que la croûte terrestre, libérée des masses de glace qui l'écrasaient, après s'être enfoncée, se met à remonter.
Ainsi, dans toutes les régions du monde où des kilomètres d'épaisseur de glace ont, au cours de la dernière grande glaciation, disparu, le sol, lentement, s'est soulevé et continue encore de le faire. Aujourd'hui, même plusieurs milliers d'années après que la glace se soit retirée, ou est grandement perdue en épaisseur, ce phénomène de rebond s'observe dans le nord du Canada, en Antarctique et en Scandinavie. Ou près de 8000 ans après que la glace est entièrement fondue, le sol continue de remonter à un rythme de près d'1 centimètre par an. Une vitesse qui peut vous sembler lente, mais 1 mètre par siècle, c'est largement suffisant pour qu'en soient perçus les effets à l'échelle d'une vie humaine, et encore plus de générations. Ainsi, bien avant que ne soit compris cet étrange phénomène de rebond dit isostatique, les habitants de ces régions avaient déjà commencé à se poser quelques questions. Avant le XVIIIe siècle, on pensait en Suède que le niveau des mers baissait. Et ce n'est qu'après qu'Anders Celsius, oui c'est lui qui a donné son nom au degré, eut l'idée de faire dessiner des graduations dans les roches sur le rivage à plusieurs endroits le long de la côte suédoise, que l'on commença à se rendre compte qu'aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas la mer qui se retire, mais bien le sol qui se soulève, et ce plus ou moins rapidement en fonction des quantités de glace qui, il y a des milliers d'années, écrasaient ces endroits. Vous voyez actuellement à l'écran la ligne des côtes scandinaves telles qu'elles étaient il y a quelques 7000 ans, alors que le niveau des mers était pratiquement le même qu'aujourd'hui, et que la région, qui commençait à peine à se soulever, était encore sous l'eau. Depuis, cette partie du monde n'a cessé de prendre de l'altitude, au point qu'aujourd'hui, dans le sud de la Finlande, les rivages de l'ancien lac Ancilus se trouvent à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer Baltique. À l'ouest, les archipels de Stockholm, comme plus au nord, le golfe de Kandalaksha, sont eux sortis des eaux en totalisant par endroits des soulèvements de près de 100 mètres. En s'appuyant sur des données GPS, on a même pu calculer que du fait de ces rebonds post-glaciaires, la superficie totale de la Finlande s'accroît actuellement d'environ 7 km² par an. Il faut dire que l'extrême viscosité des roches du manteau terrestre les rend lentes à réagir, et on estime que ce soulèvement, bien que ralentissant avec le temps, devrait encore perdurer pendant quelques 10 000 ans. Les roches ont définitivement la mémoire longue. Après, si vous doutez de la capacité d'épaisses couches de glace d'affecter quelque chose d'aussi solide et rigide en apparence que la pierre, songez qu'au niveau de la baie d'Hudson, là où il y a quelques 20 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire, la calotte couvrant le Canada atteignait quelques 5 km d'épaisseur, le terrain sous-jacent s'est enfoncé de près d'1 kilomètre. Et après avoir pris autant de hauteur, prenons un peu de recul pour se pencher sur quelque chose de peut-être encore plus fou que ces soulèvements, à savoir que la disparition de la glace pourrait avoir attisé le feu, ou plutôt le magma qui couvait sous elle. En effet, en se penchant sur le volcanisme de cette époque, l'on s'est rendu compte que celui-ci avait, sous l'Islande et le Groenland, considérablement diminué, si ce n'est disparu, lorsque ces régions étaient écrasées par les glaces. On pense que les raisons de cette mise en sommeil sont à chercher au niveau de l'augmentation de la pression exercée par le poids de la glace, qui serait venue comme étouffer les conditions de formation et de remontée du magma, tandis qu'à l'inverse, la disparition des calottes glaciaires pourrait, en venant relâcher le couvercle, multiplier à l'avenir par 10 la fréquence dans ces régions de certaines éruptions. Et vu que l'absence de glace pourrait bien être capable de rallumer le feu, je pense qu'il est grand temps que cet épisode s'éteigne. Sauf qu'avant de véritablement débrancher, j'aimerais grandement remercier Skillshare pour leur soutien régulier à la chaîne et plus généralement à la création. Si vous ne connaissez pas encore leur site, foncez-y les yeux grands ouverts, car vous découvrirez sur Skillshare une communauté d'apprentissage en ligne riche de milliers de cours hyper motivants et destinés aux créatifs qui souhaitent développer de nouvelles compétences, comme approfondir leur passion. Sur leur site, vous pouvez choisir de devenir un as du design, de la vidéo, de la photographie, de l'animation, de l'aquarelle, de l'écriture créative et j'en passe. Bref, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert. À titre personnel, je me suis récemment plongé avec délectation dans les cours d'initiation au dessin proposés par la talentueuse Gabrielle Briquet. À travers des cours aussi ludiques que passionnants, tels que sa série Pratiques quotidiennes pour améliorer vos compétences en dessin, Gabrielle nous apprend littéralement tout ce qu'il faut maîtriser pour posséder des bases solides dans l'art du dessin. Couleurs, portraits, jeux de perspective, profondeur, toutes les notions essentielles sont passées en revue et rendues accessibles comme autant de marches nous faisant passer à un niveau supérieur. Que l'on soit débutant ou bien plus confirmé, Gabrielle nous fait découvrir dans une suite logique quantité de techniques permettant de s'améliorer, comme d'affiner son style et ses skills à grands coups de crayon ou de pinceau, sur le papier comme en format numérique.
Et c'est là où Skillshare fait toute la différence. Car que vous partiez de zéro, n'arrivant pas à tenir un stylo tellement vous êtes pâteau, ou que vous soyez un pro, tout y est conçu pour apprendre dans une vraie logique de progression. Et ça, c'est l'assurance d'être au final plus rapide et créatif. Et ce, quel que soit le domaine que vous souhaitez maîtriser. Perso, si je ne comprends pas ce que je fais, je stagne, ou pire, j'oublie dans la foulée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Bref, pour apprendre de nouvelles compétences et ne pas les oublier dans la foulée, foncez sur Skillshare. Vous y trouverez des milliers de cours créatifs sans aucune publicité. En plus, tout leur site est entièrement disponible en français. Et les cours en anglais sont tous sous-titrés. Et surtout, ils offrent actuellement, et aux 1000 premières personnes passant par le lien en dessous de la vidéo, 1 mois d'accès gratuit et illimité à des milliers de cours motivants. Encore un grand merci à eux.